Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du cabinet As Avocat. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et de droit de la concurrence. Et pour ce sujet, je suis avec Lisa. Bonjour. Tu es avocate au cabinet As Avocat. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors déjà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis effectivement collaboratrice au sein du cabinet As Avocat au pôle contentieux et concurrence et je traite globalement de problématiques, concurrentielles, que ce soit, en conseil, donc dans la partie, précontentieuse ou carrément en fonction, en contentieux. Quand les choses commencent à tourner différemment. Potentiellement, mais on s'en sort toujours. Alors, pour démarrer cette interview, on va faire un petit vrai ou faux. Ouais, Évidemment, tu pourras, le cas échéant, dire que ça dépend des situations et si besoin, étayer ton propos ou le nuancer. C'est bien bon? sûr, oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Première question, l'IA peut, sans intervention humaine, amener plusieurs concurrents à adopter des stratégies commerciales similaires. Vrai, et j'y Si, reviendrai plus tard. ok. Si une entreprise utilise un algorithme de pricing fourni par un prestat externe, elle peut être dégagée de toute responsabilité. Non. On p C'est rare d'être dégagé complètement de toute responsabilité, dans ce genre de situation, donc la réponse c'est non. Une entreprise peut être sanctionnée pour avoir laissé un algorithme optimiser des prix en fonction du marché. À nuancer, elle peut pas être sanctionnée en tant que telle pour avoir, fixé, on va dire, algorithmiquement les marchés puisque, on le verra après, c'est une pratique qui commence à être courante. Pour autant, tout dépend du contrôle qu'elle exerce dessus et l'intention avec laquelle elle met en place ce pricing et in fine, quels sont les impacts pour les concurrents. L'utilisation d'un même fournisseur d'IA par plusieurs concurrents est automatiquement une pratique anticoncurrentielle. Faux. Une IA peut faciliter une entente, même si les dirigeants n'ont jamais communiqué entre eux. Oui, c'est ce qu'on verra. Les entreprises n'ont aucune obligation de comprendre les décisions prises par leur IA. Faux. Ok. Alors, on a parlé de pratiques anticoncurrentielles, d'infractions liées au droit de la Mmh. concurrence. Donc peut-être qu'on va déjà repartir de la base. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le droit de la concurrence? Alors, le droit de la concurrence, c'est une branche du droit, qui vise à assurer que la concurrence sur un marché donné, ce qu'on appelle un marché pertinent, puisse être assurée de manière, loyale et libre entre différents acteurs du marché et généralement des concurrents. L'objectif étant évidemment de protéger les consommateurs pour qu'ils ne soient pas à la merci, des opérateurs économiques et en même temps les entreprises pour évidemment promouvoir l'efficacité, l'innovation, tout en empêchant les dérives anticoncurrentielles, à savoir, de noyer littéralement le concurrent. Ce serait quoi un consommateur qui est à la merci d'une entreprise? Un exemple typique, c'est, dans le mécanisme des ententes, on a, tous les grands acteurs du marché, donc le top 5, se coordonnent, donc se concertent, pour reprendre les termes, des autorités de concurrence, qui se concertent pour aligner leurs prix. Elles vont donc toutes augmenter leurs prix et donc le consommateur, lui, nécessairement, il est lésé parce que là où il pouvait aller dans l'entreprise A parce que, niveau, rapport qualité-prix, ça valait le coup, bah, en fait, finalement, elles sont toutes alignées et donc, en tout cas, la substituabilité ne se fera plus au niveau du prix et donc le consommateur a tendance à être, lésé dans ce genre de situation. Alors après, il pourra évidemment orienter son choix en fonction de la qualité, mais nécessairement, il a moins le choix. Et je reviens sur l'entente. Mmh. Quel serait l'avantage des entreprises donc à s'entendre sur des prix, par exemple? Là, on pourrait se dire que l'entreprise C aurait plutôt intérêt à baisser les prix pour ramener plus de consommateurs chez elle. Ça se fait en fait, ça se fait dans les 2 sens. Ça peut être donc d'ailleurs, si on y revient, j'ai pris les exemples de concurrents, on va dire horizontaux, mais il y a aussi la concurrence verticale. Ça, c'est quand les fournisseurs se coordonnent avec leurs distributeurs. Mais bon, je divague. Mais les stratégies, elles peuvent être diverses. En fait, tout dépend de ce que veulent obtenir les entreprises. Mais dès qu'elles se coordonnent, que ce soit à la baisse ou à la hausse, il y a forcément un impact sur les consommateurs. Et donc, c'est là que ça devient embêtant.
Après, effectivement, quand elles se coordonnent pour baisser les prix, le consommateur en tant que tel, il n'est pas biaisé, mais ça peut avoir d'autres effets du style, plus personne n'essaie d'innover, on fait des produits bas de gamme et du coup, les consommateurs, comme c'est pas cher, ils n'ont pas le choix et on s'arrête là. OK. Alors, l'IA, qu'est-ce qu'elle vient changer, dans la concurrence entre les entreprises? Pas mal de choses. C'est toute une nouvelle dynamique, concurrentielle qui est modifiée avec, l'intervention et l'entrée de l'IA. Mais la première chose, je dirais que c'est, le fait que les outils d'IA, en fait, permettent de prédire les comportements, des acteurs sur le marché. Donc ça peut passer par, la fixation de prix algorithmique, la personnalisation, des offres, parce que certains outils permettent, de plus en plus, de savoir quelles sont les préférences de tel ou tel consommateur. Donc autant d'outils qui, évidemment, viennent changer la dynamique puisque, encore une fois, ce sont les leaders qui sont avantagés et donc tous ceux, qui n'étaient pas encore sur le marché risquent, s'ils ne s'adaptent pas, et s'ils ne prennent pas en main ces outils, de rester, en dehors du marché et donc c'est ce qu'on appelle, les barrières à l'entrée. OK, donc qu'on soit pour ou contre l'IA, qui est un éternel débat qui Ouais. sert pas à grand chose parce que c'est là, Ouais. ce qu'on peut plutôt affirmer, c'est qu'une entreprise qui n'utiliserait pas du tout l'IA risque, selon les secteurs, d'avoir un retard considérable par rapport à ses concurrents. Oui, ça, globalement, oui. Après, tout dépend de comment ses concurrents, utilisent, l'IA et à quel point ils sont en conformité vis-à-vis des règles, relatives à l'IA et à la concurrence. Mais dans l'idée, si tous les concurrents respectent l'IA, enfin, respectent les règles, et sont en conformité, le fait de pas avoir un outil IA, va creuser un certain retard. Mmh. Alors, en te basant sur ton expérience, qu'est-ce qu'il y a comme pratique qui émerge déjà comme potentiellement déloyale ou abusive avec l'usage de l'intelligence artificielle? Comme ça, j'en citerai 2. Donc, on revient sur cette fixation, automatisée des prix. Donc, pour revenir sur pour détailler, c'est quand en fait, une entreprise A va, utiliser donc l'IA, donc via un algorithme pour, analyser quels sont les prix d'un même produit chez son concurrent et donc pour s'adapter en temps réel à la hausse ou à la baisse ou carrément, pour vendre au même prix que son concurrent, tel produit. Donc ça, c'est le premier sujet où avant, pour la petite anecdote, il y avait des entreprises envoyaient certains de leurs opérationnels dans les magasins pour savoir: «Ah, tel produit aujourd'hui, il est vendu, à quel prix?» Maintenant, on le fait directement du bureau et ensuite, je dirais l'autopréférence. Donc ça, c'est une pratique qui peut être très embêtante quand on a une entreprise qui est en position dominante, qui peut donc la pousser à l'abus de position dominante parce qu'elle va avoir tendance à toujours mettre en avant, via des algorithmes, ses propres produits et services. Ce qui fait que du coup, ses concurrents, on les voit moins ou alors on les voit carrément plus. Alors, l'autopréférence, ça marche si, par exemple, une entreprise vend sur sa plateforme plusieurs produits d'autres entreprises et les siens. Par exemple. C'est là-dedans que l'autoconcurrence, que l'autopréférence entre en jeu, c'est ça? Par exemple, oui, c'est vrai que le cas des marketplaces, fonctionne pas mal parce qu'il y a pas mal de marketplaces qui ont leur marque propre avec leurs produits propres et qui, permettent aussi à d'autres revendeurs de vendre leurs produits de leur marque et ça va exactement passer par ce schéma où en fait, on mettra d'abord en avant les produits de la marque qui accueille, de la marketplace et ensuite Ouais. les autres. OK. Alors, un autre sujet, c'est évidemment la data qui est un peu le carburant de l'IA. Là aussi, en quoi est-ce que ça crée un avantage pour certains acteurs et des barrières pour d'autres acteurs? Alors plus que le carburant, je dirais même que c'est le moteur. Et on revient un peu à ce qu'on s'était dit tout à l'heure, mais je pense qu'effectivement sans données, il y a les mécanismes, enfin l'IA ne fonctionne pas sans données et aujourd'hui, je pense que tout le monde de l'entreprise, l'entrepreneuriat ne fonctionne pas sans données et donc effectivement, ceux qui auront des outils IA avec un accès aux données, seront en plein, dans la vague et pourront améliorer leurs outils, notamment sur les préférences des consommateurs et ceux qui n'ont pas la donnée et donc pas l'accès à l'IA, risque de prendre un certain train de retard. Alors DMA, DSA, RGPD, Ouais. tous ces règlements européens, heu, notamment dans leur objectif, c'est de pousser à plus de transparence, Mmh. sur les algorithmes notamment. Mais il y a aussi un enjeu pour les entreprises, c'est de protéger leur savoir-faire ou le secret des affaires. Mmh. Comment est-ce que toi tu fais pour, réussir à
à naviguer, à jongler avec les deux, parce que l'entreprise a besoin de protéger certaines choses. Effectivement, en fait, c'est toujours le même sujet entre, respecter les règles et vivre en fait, enfin, comment Innover, créer. exactement et avoir des objectifs opérationnels et souvent les directions juridiques essayent, au sein des entreprises de dealer avec, tous ces besoins et donc nous, au cabinet As Avocats, on a tendance à accompagner donc, les entreprises avec, enfin pour conseil le conseil suivant, on va dire, donc fournir la transparence, mais la transparence nécessaire au respect des réglementations et donc, particulièrement des règles concurrentielles, tout en préservant, les secrets d'affaires ou, les objectifs d'innovation. Donc l'objectif, c'est vraiment d'atteindre un équilibre entre, on se met en conformité, comme ça on n'a pas de contrôle, pas de sanction, et s'il y a des contrôles, bah, on sera capable d'expliquer pourquoi on est dans cette situation et de montrer qu'en fait on était conforme et en même temps, accompagner les entreprises pour qu'elles puissent toujours, promouvoir, innover et être efficaces. Puisque c'est quand même l'objectif du marché. Ok, donc le juriste, de manière générale, moi je prends à la fois les Mmh. juristes et les avocats, ils sont pas là que pour taper sur les doigts Non, des directeurs commerciaux et marketing. Ils essaient de trouver des solutions quand même. complètement. Autant Bah, possible. ils essayent vraiment de naviguer entre, ce qui peut être autorisé, ce qui peut être un peu limite et l'envie d'innover et effectivement, quand on est, si on prend par exemple une boîte de mode, on va avoir le styliste, le créateur, qui va avoir plein d'idées, qui va être assez créatif et c'est vrai que souvent on a cette idée du directeur juridique qui vient dire: «Ah non, ça c'est non». Et donc, il peut y avoir des petites frustrations, mais je pense qu'effectivement, le directeur juridique et nous, en tout cas, en tant que cabinet d'avocats, on essaie de faire pareil. On accompagne pour essayer d'éviter tout risque de sanction, mais pour autant, on n'essaye pas d'écraser l'innovation de l'entreprise. Alors on a parlé enfin, on a parlé, si on a abordé le DMA, le DSA, le RGPD, il en manque un quand même, Oui. qui est pile dans la thématique de cette vidéo, c'est l'IA Act. Est-ce que tu peux nous en parler déjà un petit peu comme ça, avec l'objectif de ce règlement, et puis ensuite son impact sur la concurrence? Oui, et ben alors ce règlement, donc comme tous les règlements, on va dire, pionniers, vient donc évidemment du niveau européen. Ils se sont très vite rendus compte qu'il allait falloir, réglementer, tous ces nouveaux outils, qui ne donc déjà ne cessent d'augmenter et ne cessent de s'améliorer. Là où il y a, 2-3 ans, toutes les IA hallucinaient, constamment, là on est quand même, sur des réponses qui sont de plus en plus précises. D'ailleurs, on a beaucoup de clients qui nous disent: «Ah, telle IA a la solution juridique». On pourrait croire, mais non. Donc l'IA Act, l'objectif, c'était de réguler et de réglementer comme on pouvait, l'utilisation de ces IA avec des classements de certaines, plus ou bonnes ou mauvaises pratiques. Et alors vis-à-vis du droit de la concurrence, en fait, l'IA Act, il a été créé, enfin, il visait une espèce de gouvernance, entre enfin, une gouvernance et une transparence. C'était un peu l'objectif de l'IA Act à mon sens, mais proportionné au risque. Et donc si on combine l'IA Act avec le droit de la concurrence, on est censé arriver à une réduction, de la symétrie d'information, qui est un des principes malheureusement phares du droit de la concurrence, c'est que souvent on a des effets anticoncurrentiels parce qu'il y a de la symétrie d'information, et tout en permettant l'innovation. En tout cas, c'est comme ça que ça a été conçu. On verra pour l'avenir. Ok, l'IA Act, c'est pas juste un frein à l'innovation Non, comme on l'entendait aussi pour le RGPD d'ailleurs à oui, l'époque. ouais, comme tous les grands règlements qui viennent, réguler une nouveauté, mais ils essayent de faire les choses bien. Après, il y a effectivement des choses qui sont perfectibles, mais l'objectif, c'est de se l'approprier, de l'appréhender pour naviguer et respecter en même temps les règles du jeu. Et avec le temps, on se rend compte que c'est pas que un règlement qui vient taper sur les doigts, en général. Exactement, on y revient. Selon toi, est-ce que c'est plus un avantage compétitif ou un frein pour les entreprises, l'IA Act? Tout dépend de, comment l'entreprise, en fait, appréhende l'outil d'IA. Donc, pour les entreprises qui donc vont recourir à l'IA, qui vont, préparer, en fait, leur mise en conformité et leur schéma opérationnel vis-à-vis, de l'IA, et donc qui vont être en conformité, vont respecter les règles du jeu et donc éviter les sanctions. Donc dans ce cas-là, c'est un moteur, comme on le disait tout à l'heure et c'est plutôt positif. Pour celles qui, par contre, vont refuser la mise en conformité ou qui carrément, vont refuser l'utilisation de l'outil IA,
on va être encore là sur des entreprises qui vont être assez en retard, et qui du coup, à plus ou moins long terme, à qui du coup ça peut plus ou moins long terme, coûter un peu cher. À ton avis, qu'est-ce qui va changer dans les 3 à 5 prochaines années sur les sujets d'IA et de droit de la concurrence? Bah, déjà la tendance, on l'a vu avec, l'avis qui a été rendu par l'autorité de la concurrence il y a un peu plus d'1 an, qui a rendu en fait son premier avis. Je remets dans le contexte que l'autorité de la concurrence a rendu son premier avis sur justement les enjeux concurrentiels vis-à-vis de l'IA il y a un peu plus d'1 an et donc on comprend bien que les autorités sont désormais assez concernées par tous ces enjeux IA et pas que l'IA, vis-à-vis, du monde numérique et de son fonctionnement, mais ils vont carrément le mettre en parallèle avec, le RGPD, avec, le les règlements, tels que le DSA et cetera, ce dont on parlait tout à l'heure et donc je pense qu'on va être de plus en plus soumis à une vigilance des autorités de la concurrence et donc je pense qu'on va tendre vers toujours plus de transparence parce que c'est ce qu'on se disait, le droit de la concurrence, c'est, un marché, où l'objectif, c'est que la concurrence se fasse de manière, libre et loyale et la loyauté peut passer donc par la transparence. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, les problèmes récurrents anticoncurrentiels sont liés à l'asymétrie d'information, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous accès aux mêmes informations et donc du coup, ça fait qu'il y a des leaders et il y a des entreprises qui sont un peu plus, en retard et donc forcément, l'IA va poser cet enjeu-là qui est quand même, particulier, c'est que, il y a un une avalanche de données qui peuvent être accessibles, mais à quel prix et quelles sont les entreprises qui vont décider de prendre ou non, enfin de surfer ou non sur la vague de l'IA, pour revenir sur la métaphore de tout à l'heure. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Alors, pour terminer, qu'est-ce que toi, en tant qu'avocate et avec le cabinet Assavocat, comment est-ce que vous intervenez sur des problématiques liées à l'IA et au droit de la concurrence? Alors pour le moment, on n'a pas encore eu de contentieux, liés à ces sujets-là, parce qu'on voit bien que les autorités en sont au stade où elles posent des questions, elles essayent de savoir, comment ça se produit, sur quel type de marché. Donc pour le moment, on est plutôt en conseil, où effectivement, d'un point de vue vraiment en amont de tout ça, on propose la rédaction de chartes IA, pour que les entreprises soient directement en conformité, comme, donc une charte IA, c'est comme une politique de confidentialité avec le RGPD. C'est une charte qui permet, de montrer par A plus B que vous êtes en conformité, et que si vous avez un contrôle un jour ou l'autre, vous utilisez l'outil dans les clous. On l'insère de plus en plus dans les contrats. On met des clauses IA justement, pour tout ce qui est contrat où il y aurait, un aspect assez créatif parce que maintenant, on ne sait plus, On si, peut parler de propriété intellectuelle et d'IA aussi. exactement. Peut-être une prochaine Peut-être, fois. voilà, peut-être une prochaine fois, mais c'est tout un enjeu et pour le coup, je pense qu'il fait vraiment peur aux artistes. Mais pareil, il y a toujours des solutions et je pense que les autorités de régulation ont bien conscience de ça et donc l'objectif, c'est d'arriver à cette balance. Donc voilà, on essaye, on fait des formations IA, un maximum pour essayer de savoir quels sont les enjeux, quels sont les besoins des uns et des autres. Parce que pareil, en fonction du type d'IA qu'on choisit, heu, on n'a pas les mêmes réponses et donc les mêmes, personne ne les utilise, on va dire, pour les mêmes besoins. Donc on est assez branchés là-dessus, du côté cabinet Assavocat et je pense qu'effectivement, d'ici peut-être, 1 ou 2 ans, on risque d'avoir des contentieux qui vont émerger, sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'un avocat, il utilise l'IA dans son travail? Avec parcimonie. On l'utilise, comme je disais tout à l'heure, on essaie de trouver un équilibre entre, un usage, parce qu'en termes d'efficience, il y a des gros avantages, mais tout en restant en conformité. Donc par exemple, en tant qu'avocat, on a une obligation, de confidentialité qui s'appelle donc le secret professionnel. Donc par exemple, on va pas, quand on va aller poser une question juridique, on va poser une question juridique sans, nommer, nos clients. Donc l'IA ne saura jamais, que le cabinet AS travaille pour l'entreprise X, ou Y. Donc on s'en sert en amont, mais il n'y a pas une seule fois, et je sais qu'il y a personne, enfin on est tous raccords là-dessus, où on ne vérifie pas ce que nous a dit l'IA, on ne confronte pas avec les idées qu'on avait déjà eues nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est un peu tout le sujet, c'est qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous voir avec, une consultation presque déjà faite grâce à l'IA.
Alors, l'avantage, c'est que pour des personnes qui sont non juristes, ça leur permet de comprendre un peu des concepts qu'elles avaient peut-être pas compris de leur propre situation. Donc, sur cet aspect-là, c'est génial. Mais par contre, les conseils juridiques qui sont donnés par les IA, quel que soit d'ailleurs l'outil, sont parfois faux ou simplement pas remis dans un contexte, etc. Et donc, parfois, on est obligé d'expliquer aux clients qu'on va devoir refaire toute la recherche et qu'on ne peut pas partir de ça pour nous construire notre raisonnement. Et quand il y a des gens qui viennent vous voir au cabinet et qui justement disent: «Bah, voilà, j'ai tel document, donc juste tu me fais une petite relecture Mmh. et puis voilà, ça ira bien». Avec quel type de documents est-ce qu'ils viennent? Est-ce que c'est plutôt, je sais pas, est-ce que c'est des mentions légales? Est-ce que, c'est des Ah, contrats? il y a de tout. Il y a des contrats, il y a des politiques de confidentialité pour la partie un peu plus, on va dire, data RGPD. Là, on a un contentieux, il y avait carrément une assignation en référé qui avait été faite par l'outil. C'est une folie et surtout pour la partie contentieuse, enfin, sans évidemment, c'est très important pour les politiques de confidentialité, mais on va dire que, il y a des mentions légales qui sont obligatoires quand on délivre une assignation et il suffit qu'il en manque une, enfin, selon le type de mention légale, mais ça peut carrément entacher de nullité l'acte en soi, parce qu'il y a une irrégularité et donc, le juge enfin, il y a des règles, en fait, de procédure civile et le problème, c'est que, l'IA ne sait pas toujours déjà quelle réglementation on applique parce qu'eux, ils sont pas forcément avec le code de procédure civile, mais ça peut être du common law ou autre. Donc on a tendance à enfin, en tout cas pour, vraiment pour la partie contentieuse, ça peut vraiment être un gros fléau. Donc ne pas faire ses assignations juste avec l'IA, non, jamais de la vie. Alors pour, finir, avec tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que tu pourrais donner comme, conseil, 1, 2 ou 3 conseils à des dirigeants, des décideurs, sur l'utilisation de l'IA, mis en perspective avec le droit de la concurrence? Comment est-ce que Ouais. tu pourrais un peu résumer, d'une certaine manière, tout ce qu'on vient de se dire? Des petits points de Alors, vigilance un petit principaux, point ouais, juridiques. petit point de vigilance, mais ça marche, dans les bonnes pratiques de manière générale que j'aurais tendance à dire aux clients. Quand vous prenez une décision, documentez-la. Il faut toujours qu'on puisse retrouver la traçabilité de pourquoi vous avez pris cette décision, parce que soit en tant qu'avocat ou même une direction juridique, on veut savoir pourquoi on en est arrivé là. Le fait de pouvoir remonter la chaîne permet d'adapter et de voir où est-ce qu'il y a eu à un moment, un sujet peut-être, ou une problématique. Et alors quand les autorités de contrôle, se mettent à contrôler, le fait d'avoir une documentation très claire, c'est, c'est vraiment un atout parce que donc ça me permet d'enchaîner sur un deuxième conseil que je donne en contentieux, c'est la coopération avec les autorités de régulation. C'est quand même un fondamental, un parce qu'elles sont pas, toujours contre nous et en tout cas, il faut rien dissimuler, ça ne sert à rien. Par contre, on peut leur dire quand, on pense qu'elles ont tort ou qu'elles se trompent et cetera. Mais la dissimulation, ça marche pas trop et surtout pas avec son avocat. Donc j'aurais tendance à dire, transparence, documentation et ensuite, effectivement, ne pas oublier que les règles de concurrence, on peut toujours l'objectif, c'est d'innover et d'être le plus performant possible. Donc on peut regarder ce que font les uns ou les autres, mais il ne faut pas en faire une pratique ou une obsession de, faire mieux que celui d'à côté, au détriment du respect des règles, de la concurrence. Voilà mes 3 conseils, sur ce sujet-là, qui est un vaste sujet et je pense qu'on sera de nouveau amené à se parler, d'ici 1 an maximum, je pense. OK, bah, merci beaucoup Lisa. Mais avec plaisir.